Vous, monseigneur, qui connaissez l'abondance à laquelle l'empereur était accoutumé, pour vous requérez sans doute, mais vous savez aussi le véritable prix qui est attaché à toutes ces choses. Il s'indigne et ne se plaint pas, toutefois s'être saisi par la fraude de ce grand homme. La voix séquestrée violemment de ses moyens et de ses ressources, avoir soigneusement stipulé avec les autres intéressés, comprenez ce soit toutes les charges afin de demeurer seul maître de sa personne, et puis venir marchander avec lui sa propre existence, l'appeler au paiement de ses propres besoins. Il y a dans tout cet ensemble quelque chose de si choquant qu'on manque d'expression peut le qualifier. Tout est ici du reste d'un prix fou, bien que si mauvais. Je ne crois pas trop dire que de le porter ainsi ou 7 fois ce que vous payez en Italie, d'où il devient facile d'évaluer les 8 000 livres sterling que les ministres anglais y consacrent. Aussi, je n'hésite pas à affirmer que nos propriétaires des provinces de 15 et 1800 francs de rente sont mieux logés, mieux meublés, mieux nourris que ne l'est l'empereur. Avec la connaissance de nos mots, vous soupçonnerez peut-être, monseigneur, qu'en gris par la douleur, les circonstances nous sont portées à nous plaindre du jeu et de tout. Certes, nous serions excusables peut-être, toutefois l'excès de nos mots ne nous apparons-nous assez injustes pour ne pas apercevoir et prendre de la reconnaissance pour l'intérêt et les attentions que nous ont témoigné quelques habitants et un bon nombre des officiers de la garnison. Nous avons distingué surtout la franchise de manière et la droiture de l'admiral Markham, notre susceptibilité dans le malheur et la délicatesse de sa situation officielle nous ont seuls empêché de lui témoigner, ainsi qu'à Lady Markham, dont nous honorons le caractère, toute la sympathie que nous inspirons. Cet admiral a recueilli dans la conversation de l'un de nous que nous étions sans ombrage et que nous nous occupions de procurer à l'empereur une tente où il peut passer quelques instants. Il arriva qu'à quelques jours de l'empereur peut déjeuner sous une tente spacieuse soudainement élevée par le matelot. Et avec les voiles de la frégate, c'était une galanterie européenne à laquelle nous n'étions plus faits. Nous avons dû y être sensibles. L'empereur a joui et jouit encore de cette tente, mais non sans mélange combien de fois il approche d'un ennemi important. Il a interrompu sa conversation et s'est dicté en s'écriant « Rentrons dans nos tanières. On m'envie l'air que je respire. » Tout jusqu'au plus petit détail trahit le caractère et les dispositions personnelles de notre gardien. Il nous permet de papiers nouvelles qui nous maltraitent davantage et nous interdira celui qui s'exprime avec moins d'inimitié. Il retiendra les ouvrages qui nous seront favorables comme n'étant parvenus par le canal des ministres et s'empresse de nous envoyer de sa bibliothèque des libelles contre nous. Mais c'est surtout ceux qui s'approprient et seule vérité pavillonne en Europe qui se nous donne sa plus grande attention. Toutes ces inquiétudes et sa jalousie sont tournées à ce que rien de nôtre ne puisse percer au dehors. Il éloigne de nous les voyageurs. Il nous fait un crime de propager nos détails, de chercher à les faire connaître. Il m'a fait dire dernièrement que si je continuais à écrire à mes amis en Europe, sur mon ton habituel, il m'ôterait auprès de l'empereur.
et me renverrai à Sainte-Hélène. J'écrivais la vérité. Je ne pouvais écrire que nous étions heureux et bien traités. Sinon se défierait-il de ces ministres qui lisent mes lettres après lui? Car autrement, ils pouvant au besoin les supprimer à leur gré. Après son lettre éclairée, s'ils on les désire. Quoi qu'il en soit, je ne me les suis pas fait dire 2 fois. Je n'écrirai plus à ma famille. Mais voilà mort pour elle. Cette présente relation même, monseigneur, vous était destinée par les propres mains du gouverneur. Je suis réduit à attendre désormais une occasion clandestine. Vous y gagnerez, car vraisemblablement mon écrit ne fut pas parvenu. Quant à cette occasion clandestine, elle se trouvera sans doute tôt ou tard. Quelque voyageur généreux, ami de la vérité, se chargera de ce papier étranger aux affaires politiques, mais important à l'honneur de son pays, et tu croiras n'avoir rempli que le devoir d'un homme honnête et d'une bonne citoyenne. Sera-t-il, outre sans cesse tout ce qui nous regarde, et tout ce qui nous concerne. On a voulu s'assurer de nos personnes et penser qu'il faut nous mettre au cachot. On a voulu nous isoler du monde politique. Il s'est nous de nous enterrer toutes vivants. On a pensé à surveiller notre correspondance contre toute trame au complot. Une voie qui de nous faire oublier tout à fait et d'annihiler notre existence si telles sont ces instructions secrètes. Les ministres s'éloignent de leurs propres paroles au Parlement. Ils s'éloignent de l'opinion de leur pays, des vœux de tout ce qu'il y a de généreux en Europe. Quelle que soit d'ailleurs la différence d'opinion, ils chargent leur administration d'un odieux inutile. La vérité sera connue. Et l'on s'indignera se demandant quand à faire de pareils traitements avec la sûreté du prisonnier. De notre côté, si tout cela était qu'un excès de zèle dans ce cet excès de zèle condamne son cœur, avilit son caractère, déshonore sa mémoire. Quoi qu'il en soit, nous gémissons ici en dépit du sens et des expressions de la législature anglaise sous la tyrannie et l'arbitraire d'un seul homme. D'un homme qui depuis 20 ans n'a eu d'autre occupation que d'en régimenter et régir les malfaiteurs et transfuge de l'Italie d'un homme qui ne reconnaît point de limite à son crainte ni à ses précautions dont son cœur est endurci et son imagination frayée. Cette affreuse situation est la funeste conséquence de nous trouver ici, au bout de la terre, dans le désert de l'océan. Combien de temps que doit durer notre supplice? Quand la vérité se frayera-t-elle au passage jusqu'au peuple d'Angleterre? Quand son indignation viendra-t-elle à bout de redresser de ceux qui les flétrissons? Devant nos périlleurs, sans sécu sur notre feu rocher, nous causons des grandes dépenses à la métropole et nous ruinons cette misérable colonie. Elle maudit notre séjour quand nous maudissons son existence. Et puis, à quoi bon tout cela? L'empereur disait assez gaiement, il y a peu de jours. Bientôt, nous ne vaudrons pas l'argent qui nous coûtons, ni les soins que l'on se donne. Et pourquoi les ministres ne nous rappelleraient-ils pas? Notre tu prouverait leur force et fixerait leur caractère. On pourrait croire alors que notre exil passager aurait été la nécessité de la politique et non l'ouvrage de la haine. Ils obtiendraient une grande économie et s'écrieraient une véritable gloire. L'empereur
On est encore des murs à jamais dans la même intention et les mêmes vœux que lorsqu'il va librement et de bonne foi à bord du Bellerophon. Sa carrière politique est terminée. Il repose sous la protection des lois positives et tout ce qu'il demande, tout ce qu'il veut, les dépérissements de sa santé, les infirmités, ni sont le nombre de ses années. Le dégoût de ces choses humaines peut-être celui des hommes, les lui rendant plus désirables, plus nécessaires que jamais. Quant à nous qui sommes autour de lui, qui timera notre captivité, il n'est plus aujourd'hui de cachot sur le sol de l'Angleterre qui ne fut un bienfait pour nous. Nous serions sous la main d'un pouvoir protecteur. Nous échapperions à l'arbitraire d'un agent subalterne. Nous respirerions l'atmosphère européenne et si nous venions à succomber, nous doucement reposerions en terre chrétienne. Il y a quelques mois que les commissaires des pouvoirs alliés sont débarqués dans la colonie. Cela leur a signifié que leur mission y était purement passive, qu'ils n'avaient ni autorité ni interférence sur ce qui se passait à notre égard. Après quoi, il a envoyé le traité de où est requise la mission de ces commissaires. L'empereur les a refusés dans leur capacité politique, mais n'a montré aucune objection. Les voit comme simples individus. Il a fait faire à Sir Hudson par M. de Montauban une réponse officielle, foudroyante, délogique et sublime de pensée. J'espère qu'avec le temps, elle vous parviendra en dépit de tous les efforts de Sir Hudson pour le tenir secret. Il serait difficile de vous peindre son inquiétude de cet égard. Elle m'a déjà valu des reproches personnels. Monseigneur l'Empereur parle bien souvent de vous tous. Il a des portraits de la plupart autour de lui dans sa chambre. Son petit réduit est devenu un sanctuaire de famille. Il a reçu votre lettre, celle de Madame du cardinal Fesch et de la princesse Pauline. Il lui en a coûté beaucoup d'imaginer que vos expressions de tendresse avaient parcouru l'inspection de toute la filière des agents que nous surveillons. Il désire qu'on ne lui écrive plus à ce prix. Il a voulu de son côté écrire au sien par l'intermédiaire du prince régent, mais on lui a dit ici qu'il n'expédierait pas sa lettre si elle n'était ouverte. Ou qu'on en briserait le sceau. Il s'est abstenu et nous avons souri de voir que l'outrage qu'on prétendait lui faire se perdait dans celui dont on menaçait le prince régent. Pour nous, monseigneur, qui sommes autour de l'empereur, je vous ai beaucoup parlé de nos peines, mais nous n'en connaissons plus à côté du bonheur de pouvoir lui témoigner notre dévouement. Nous ne souffrons qu'en lui. Nos privations, nos tourments personnels deviennent et sont pour nous les mérites et la joie des martyrs. Nous vivons jamais dans le cœur généreux des milieux enviant notre situation. Sans doute, nous en sommes fiers. Elle nous rend heureux. Comte de Las Casas.